la mer de père en fils. Tant va le pêcheur à l'eau qu'à la fin, eh bien à la fin, il n'y a plus rien dans l'eau. En Manche Est, à proximité des côtes anglaises. Venu de Boulogne, le Nicolas Jérémy est en pêche. À bord, ils sont 6. Bruno Margollet, le patron, armateur de ce chalutier, et 5 hommes d'équipage, dont Nicolas, 22 ans, le fils du patron. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin, donc pour moi c'était aller à la mer et puis terminer quoi. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Toute la famille est dedans, le père, les oncles, les grands-pères. Les week-ends, on parlait que de ça. C'était le récit en fin de semaine de savoir comment ça avait été la semaine. Et puis, moi, je demandais qu'une chose, c'est aller à l'école des mouches pour pouvoir embarquer après. Bruno a donné à son bateau le nom de ses 2 fils aînés, comme une preuve de confiance en l'avenir. Jérémy, le 2e fils, est resté à terre afin de préparer un examen maritime. Mais un autre mousse a embarqué, Vincent, 3e fils de la famille. À 10 ans et demi, Vincent est déjà déterminé. Il n'a qu'une hâte, avoir 16 ans, pour travailler avec ses frères et avec son père. C'est nul, hein, on cherche depuis... Bon, dans la journée, il y a un peu de calamar dans la journée, mais la nuit, parce que la nuit elle tombe, le calamar il disparaît. Période d'hiver en Sud-Irlande. Rencontre avec une autre affaire de famille. À bord de l'Amalthée, Samuel Perron travaille avec son père, Élie. Basé à Concarneau, ce chalutier de 24 mètres est en pêche depuis 4 jours. Les cailloux à pêcher, c'est tout. Le stress commence à me gagner parce que ça monte pas vite en cale là. On entame la 4e journée de mer et puis pour l'instant on fait que brûler du gasoil. Alors ça commence à bien faire. On a beau changer de zone, changer d'engin de pêche, il n'y a toujours pas de résultat. Qu'ils soient de Boulogne, de Bretagne ou d'ailleurs, les marins pêcheurs exercent tous un métier où l'imprévisible est quotidien. Merci pour ces informations, monsieur Pompèche. Nous écoutons canal 16 et 72. Depuis toujours, ceux qui s'embarquent pour cette aventure sont animés par les mêmes motifs. Essayer de bien pêcher pour bien gagner sa vie et affronter cet espace libre où les seules barrières sont celles de l'horizon. Mais aujourd'hui, le mythe a vécu. La ressource n'est pas intarissable. Certaines espèces de poissons sont en forte diminution. À bord de l'Amalthée, Élie et Samuel Perron doivent composer avec une capture de plus en plus aléatoire. Lotte, cabillaud ou aigle-fin, tout doit être éviscéré avant d'être glacé et mis en cale. Les heures de travail ne se comptent pas et les marées sont longues. Elles durent entre 13 et 15 jours. Ouais, c'est pas la fortune encore. C'est pas la fortune encore. 3 caisses. 130 kilos de poisson. Disons qu'on n'a pas forcément d'heures.
Et ça arrive assez souvent qu'on fasse des journées de 14, 15, voire plus. Moi, par exemple, là, il est 6h30. Je prends mon quart à 11h et j'ai toute la nuit après à la passerelle. Donc déjà de nuit, ça fait 49 heures de nuit déjà en une semaine. Plus de boulot la journée. Donc on considère ça comme même un peu un boulot assez dur quand même. On a fait 2-3 mois comme ça de commandement avec des périodes de mauvaise pêche. C'est très dur, c'est très dur. C'est très dur pour le moral. D'une maréchalogue comme ça, on espère toujours faire mieux, mais c'est pas évident. Pour continuer leur métier, les marins affrontent des mers souvent hostiles. Les bateaux du sud de la Bretagne vont jusqu'au nord de l'Irlande ou à l'ouest de l'Écosse pour essayer de remplir leurs cales. Mais rien que pour payer le gasoil, il faut pêcher des tonnes de poissons. Là, relève. Bien dormi? Pas trop de bruit? Non. On a des autres de chalut là. Au début, ouais, il y a un peu d'avarie et le grand dos explosé. 2h45. J'ai marqué sur le tableau. Bonne nuit à 2h45. Quoi. Tout à l'heure. Sur l'Amalthée, Samuel assure les veilles de nuit. C'est le rôle du second. En attendant, un jour peut-être, de succéder à son père aux commandes du bateau. 2h45 du matin. Le chalut va être viré à bord du bateau. Apparemment, il est lourd. Mais tant que la poche n'est pas sur le pont, toute surprise est envisageable. Cet énorme caillou est simplement la preuve que le fond de la mer a bien été raclé. La mer, quand elle nous joue des tours comme ça, j'ai envie de lui dire, je peux rien lui dire justement. C'est déjà bien qu'il fasse gros. Malheureusement, on paye un peu ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire la surpêche. On paye un peu ça maintenant. Et les nouvelles générations, je me demande ce qu'ils auront à mettre sous la dent. Je suis assez inquiet vis-à-vis de leurs ressources. Trop longtemps, la pêche a consisté à ramasser tout ce qu'il y avait, les poissons adultes comme les juvéniles. Résultat, la surexploitation risque de provoquer une mise au chômage forcé d'une bonne partie des marins. Parce que là, non, 2 caisses, c'est sûr, c'est pas ça. Juste. Juste. Depuis plusieurs années, les organismes scientifiques européens ont donné l'alerte. Ils s'inquiètent d'un effort de pêche de plus en plus intense et de ses conséquences sur la diminution des stocks de poissons. Chez les pêcheurs, l'analyse est plus nuancée. Beaucoup trouvent les scientifiques trop alarmistes. On nous dit souvent, vous êtes alarmiste, vous êtes pessimiste, vous prenez le mauvais côté des choses. Mais malheureusement, il existe un certain nombre d'exemples qui montrent qu'on a raison. Il y a des stocks qui ont disparu. On cite le cas du cabillaud du Canada. On peut citer le cas de la dorade rose qui était pêchée dans le golfe de Gascogne par milliers de tonnes dans les années 70.
et qui a complètement disparu. Enfin, on pêche quelques poissons, quelques individus, ce qui veut dire que l'espèce n'a pas disparu, mais qu'il n'y a plus que quelques traces de cette espèce-là, il n'y a plus de stock. On ne parle jamais de certitude quand on est scientifique, mais on a des quasi-certitudes et on a des indications qui montrent qu'il y a des tendances inéluctables du cabillaud à courir le risque de ne pas pouvoir se reproduire parce qu'il n'y en a plus assez sur le fond. Et on a des indications qui montrent que pour le merlu, on risque d'être dans cette situation-là dans les 10 ans qui viennent. Pour que les nouvelles générations aient quelque chose à se mettre sous la dent, comme le dit Elie, des études sont menées afin de rendre les chaluts plus sélectifs. À Lorient, les techniciens d'Ifremer testent des nouveaux engins de pêche. Là, on teste un dispositif sélectif sur la langoustine. Ce qu'on veut essayer, c'est de laisser échapper de la petite langoustine. C'est à la demande des marins pêcheurs en 2000. On a repris ce dispositif de grille, comme faisaient les étrangers, et puis donc on le met dans la partie antérieure du chalut, juste un peu avant l'approche, et on fait un barrage. Et les espacements de notre grille vont trier les langoustines. Les petites, assez petites pour passer au travers, vont s'échapper du chalut, et les plus grosses qui vont pas pouvoir passer entre les barreaux vont basculer dans la poche supérieure. Avec des images en 3 dimensions ou avec des maquettes au 20e, tous les mouvements des chaluts sont étudiés. Ça sera toujours des compromis entre le gain à moyen et long terme qu'on obtiendra en laissant échapper les juvéniles et puis les pertes immédiates qu'il va y avoir sur les grandes tailles ou sur les tailles moyennes. Malgré les études pour améliorer la sélectivité des chaluts, certaines espèces sont en dessous du seuil de reproduction. Reste à savoir qui, du poisson ou du pêcheur, est le plus en péril. On ne peut pas dire qu'il y ait péril pour l'avenir des poissons, il y a péril pour l'avenir d'une pêche qui soit suffisamment rentable pour faire vivre les pêcheurs et pour fournir des protéines et des aliments. Le principal péril, il est chez les pêcheurs avant le péril pour la ressource. C'est la raison pour laquelle il faut prendre des mesures rapides qui permettent que les stocks se reconstituent. Sur le Nicolas Jérémy, Bruno Margollet ne veut pas croire à une fin programmée. Mais il sait que le métier est condamné à évoluer. Ça fait 27 ans que je navigue, ça fait 23 ans que je suis patron. Un bon pêcheur, bon, on n'arrête pas de se faire son autocritique. Sans arrêt. Mon travail, il n'est pas physique, on est toujours en train de se remettre en question. Toutes les semaines. Ça fait quasiment un mois qu'on a des vents d'est, il fait froid. Et on voit que suivant les températures d'eau, le poisson émigre ailleurs. Toute la pêche est triée, calibrée, pesée, étiquetée. Bruno sait précisément ce qu'il fait et tente ainsi de mieux gérer sa capture. Depuis hier, il y a 20 heures de pêche, on a quoi, une tonne 100 de poissons à bord. Par contre, on a 800 kilos d'encornés dedans. L'encorné, tu vends quand même ça à peu près entre 4,50 € et 5 € actuellement. Ce qu'on cherche, c'est un seuil de rentabilité. Ça ne fait rien de remplir la cale inutilement. On a toujours des tailles minimum à respecter. Pour le merlan, par exemple, c'est 27 cm. Alors on est muni de réglettes. Voilà, merlan, celui-là il fait 28 cm et demi. Celui-là il est bon. C'est un moyen de contrôle assez rapide. Et puis voilà, ça nous permet de respecter nos tailles quand on se fait contrôler par les gardes-pêche. Ça c'est le logbook. On est tenu de remplir les quantités de poissons qu'on a pêchés tous les 24 heures. Notamment lors du contrôle en mer. On est bien cerné.
On a des contrôles par nos amis les Britanniques, puisqu'on côtoie beaucoup les côtes anglaises. Mais on n'est pas contre les contrôles, loin de là, hein, il faut du contrôle. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a tellement empilé des règlements sur règlements qu'on n'arrive plus à reconnaître son chien, son chat là-dedans, ça devient ingérable. Il faut sortir des HEC pour comprendre le texte. Hein. Nous-mêmes, à notre coopérative, il y a des gens qui sont spécialisés pour nous déchiffrer les textes qui sortent de la communauté européenne. Boulogne-sur-Mer, 3 h du matin, un mercredi d'hiver. Après 2 jours passés en mer, l'armada des chalutiers rentre pour décharger sa cargaison. Dans le premier port de pêche français, 54 000 tonnes de poissons sont débarquées chaque année, dont 22 000 tonnes par ces bateaux de pêche artisanale. Le reste des apports est assuré par les gros armements de pêche hauturière. Comme beaucoup de patrons, Bruno a déjà été en contact téléphonique avec les marailleurs, alors qu'il était encore en pêche. Pour Bruno, l'art du pêcheur, c'est surtout l'art de bien vendre. Ça fait 5 encore là? Oui. Ah bon, un quadrille, j'ai assez. 5 mal 3, 5, 3 vidés. Là, t'as une cassette de de sol. Sur les quais, les affaires sont rapidement négociées. Les bateaux doivent repartir en mer aussitôt. En marge des transactions financières liées au cours du poisson, les biologistes d'Ifremer annoncent des chiffres en série. 54. 47. 52. 45. 51. On fait des mesures, des mensurations dont la finalité est d'évaluer la ressource. L'idéal, ce serait d'avoir la mensuration de tout le bateau, c'est-à-dire toutes les catégories représentées, pour avoir une idée de la répartition en taille du total du débarquement. 63. 65. D'autres arpentent les quais. Reconnaissables avec leur veste rouge, ce sont les contrôleurs des affaires maritimes. Ils vérifient que les poissons débarqués font bien la taille réglementaire. Déjà pour voir. Ouais, non, c'est parfait. Ouais. La pêche est sous haute surveillance. Pour préserver la ressource, la Commission européenne veut faire appliquer des mesures de plus en plus drastiques. Au niveau des espèces cibles, par rapport à la fourchette de maillage 80-99, les espèces cibles que vous avez là rentrent dans cette fourchette de maillage là. Donc vous devez avoir au moins 70% sur le total. Ouais. Donc là c'est en caisse là que vous avez. En caisse. D'accord, c'est des caisses de combien à peu près? 28. 28. C'est bon. Vous êtes clair, ouais. Ouais. Longtemps, la France a été montrée du doigt, accusée de manquement aux obligations de contrôle et de laxisme à l'égard des contrevenants. Aujourd'hui, changement d'attitude. Maintenant, il y a plus de suivi, c'est-à-dire le navire contrôlé en mer et aussi lorsque le navire arrive à quai et le poisson qui est débarqué. Là, il y a beaucoup plus de suivi maintenant à ce niveau-là, qui est imposé aussi par la réglementation et puis par la communauté européenne, quoi. Donc l'État français applique et donc fait un peu plus de contrôle, oui. Mais là, ça se passe bien maintenant. Les pêcheurs ont bien compris, c'est dans leur intérêt. Donc nous, des contrôles comme cela, on souhaite que ça soit toujours les mêmes, c'est-à-dire que le poisson soit beau, les papiers bien remplis et que le rapport entre pêcheurs et contrôleurs se passe comme aujourd'hui, hein, très bien. C'est le but recherché. Sécurité, sécurité, sécurité.
ici le cross grévé. Lorsqu'ils ne sont pas à quai, les contrôleurs des affaires maritimes patrouillent en mer pour surveiller les pêcheurs. Cette fois, c'est un bateau belge qui pêche près des côtes françaises. Liberty, Liberty on channel 16. Can you put a pilot ladder, please? You will come on board. Yes, we want to come on board. Yes, okay, you can come. Thank you. Bien sûr, ce bateau a le droit d'être là, puisque les eaux françaises sont aussi les eaux européennes. Mais les affaires maritimes ont aussi le droit de le contrôler. Excuse me, what does skull mean? What kind of fish it is? Skull. Skull, c'est place. Ok, thank you. Skull, c'est du carlet, l'appli. Non, parce que là, ici, on a les codes FAO, si tu veux. Mais lui, c'est un logbook néerlandais. Et il ne met pas toujours le code FAO sous le nom de poisson néerlandais. Donc là, il est en train d'inventorier ce que le pêcheur a pêché depuis le début de sa marée, de manière à voir si, en fonction du maillage qu'il utilise, il a droit d'avoir les espèces de poissons qu'il a actuellement à bord. Donc on va le faire virer maintenant. On va laisser un petit œil en bas quand même, en calme. On va faire la cale. 440 kg de coquille Saint-Jacques à peu près, donc scallops. Ouais, 320 kg de scoles, split. Taco. Non. C'est bon, hein. Il va prendre le maillage avec Cédric. Cédric et puis moi je vais noter. Ok. 80. Putain, 76. 60. 78. On vérifie bien qu'il est la majorité de ses mailles à 80, c'est-à-dire on prend 20 mailles et sur les 20 mailles on fait la moyenne des 20 mailles consécutives. Pour arriver à un maillage de 80. Au final, le bateau est en règle. La vedette Origan effectue ainsi des contrôles inopinés sur une zone qui s'étend de la frontière belge jusqu'au cap d'Antifer près du Havre. C'est vrai qu'on a plutôt la tendance à penser que c'est plutôt pour les enquiquinés. Ils pensent un peu ça de nous, alors que bon, c'est plutôt pour la ressource et donc pour leurs revenus, parce que qui dit ressources dit revenus. Et c'est vrai que les jeunes patrons pêcheurs perçoivent beaucoup mieux le message. Les anciens sont plus difficiles et voient toujours un petit peu le fait qu'on les persécute, qu'on est toujours derrière eux, à les poursuivre pratiquement. Mais bon, vu la zone de surveillance qu'on a effectuée, c'est pas du tout le cas, quoi. Il a quelque chose au cul là. Ah bah il va larguer, ça va voir. Regarde bien. C'est bon aussi de le filmer. Il a une licence à quoi, je te demanderai. Bon, on va essayer, bouge pas alors, on va essayer de monter comme ça. Attention là, au cop. Suivant les bateaux, suivant le nom qu'on porte, on n'est pas emmerdé. Alors là, c'est ce que vous pensez. Mon dossier, que ça soit à Boulogne, à Dieppe, il est rouge comme ça. Ouais. Parce que je me suis là. c'est ce que vous pensez. Moi, j'ai pas d'a priori, je connais personne ici. Non, peut-être pas vous. Si vous êtes en règle, je vous Dans la propose marine, il y a pas. des cons. Bah, si vous le dites. Hein. On est pourchassés par des plus cons que nous, alors c'est comme ça. Non, elle est pas trop fort parce que. Bah, vous faites de ce que vous voulez, je m'en fous. Vous savez. Allez au tribunal, j'y ai été. Je vais quand aller au tribunal avec vous le 22 mars, le 25 mars à Boulogne, vous viendrez. Je vais passer au mois de janvier à Dieppe, vous viendrez, puis on va y repasser là. Non, mais... Pourquoi vous y passez? Bah parce que je suis en disant que je suis en défaut, mais alors... Bah voilà, si vous y passez, c'est... Peut-être d'appareil chiffre, et puis au prix que vous prenez de l'heure, ben vous n'êtes pas grand main fut-fut pour un bateau. Hein. Moi, je vous, je m'arrêterai tout de suite. Non, mais vous êtes pas le seul à être contrôlé. Hein. Ah non, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Alors je n'ai rien à vous dire. Je fais ma boulot, puis c'est tout. Vous voulez remonter votre train de... Non. Vous voulez pas remonter non plus? Rien du tout.
Mais si vous partez comme ça, vous n'allez pas partir gagnant non plus. Oh, ben, je partirai. Ben, de toute manière, on n'y est jamais. Même en Bah fait, non. on est perdant avec vous. Ah, mais non, c'est pas vrai. Faites la loi, ouais, ben, allez, faites la loi. Bah, on est payé pour la faire, la loi, justement. Mais vous ferez mieux de faire autre chose. Bah non. Parce que... Là, vous aussi dans ce cas-là, parce que si non, si vous le faites... parce que moi, je suis là pour gagner ma vie. Ah oui, mais nous aussi. Tandis que vous êtes payé pour emmerder les gens. Enfin, c'est nul de réagir comme ça. Si Ouais. vous êtes en règle, c'est nul de réagir comme ça. Bah oui. Au contraire, si vous êtes en règle, vous le montrez, au moins Ça me donnera vous quoi remettez dans le droit chemin. Là, il a totalement refusé de se plier à ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire de montrer ses papiers, de remonter son train de chalut. Donc il a tout simplement refusé d'obtempérer à ce qu'on lui disait. Bon, ben nous, on peut rien faire, on peut pas agir par la force ni rien du tout. Donc ben, là, on lui dresse un procès verbal pour refus d'obtempérer. Et puis ça s'arrête là, et il y aura une suite au tribunal, c'est tout. Il y en a qui sont en permanence hors des clous. Et d'autres qui sont en permanence dans les clous. Il y en a qui pêchent très très bien avec le maillage maximum, c'est-à-dire un maillage de 100 même. Ils pêchent très bien et ils vivent très très bien. Et d'autres qui ne comprennent pas qu'en utilisant un maillage beaucoup plus faible, ils détruisent tout et ils vivent pas mieux. Devant la côte sud de l'Angleterre, l'équipage du Nicolas Jérémy poursuit sa traque. Bien sûr, pour ces hommes, un bon coup de chalut reste le but recherché. Mais peu à peu, ils réalisent que le fond de la mer est aussi leur propre fond de commerce. À une époque, tout le monde faisait n'importe quoi et puis on pêchait tout et certains bateaux, tout ce qui comporte des yeux sur un poisson, on ramasse quoi. Et ils commencent à réaliser que quand même la pêche c'est notre avenir et il faut quand même garder ce métier. Dès que Nicolas a fini le travail du poisson et les vérifications du moteur, il vient à la passerelle pour analyser la pêche et savoir ce que prévoit son père. Demain matin, faire les 18, 20, 21. On n'a que des relations de travail. Et les gestes d'affection, j'arrive pas à les transmettre comme un père, il voit son fils au bout d'une semaine ou bien d'un mois. On se serre pas dans les bras, l'un et l'autre. Il arrive à la maison, bonjour pas, ça va, je suis là. Tiens, au fait, j'ai oublié ce truc-là. C'est toujours que des relations de travail. Moi, j'ai eu les mêmes rapports avec mon père, et puis malheureusement, c'est quand il est décédé après que tu te dis merde, j'ai pas réussi à avoir. C'est mon père qui m'a tout appris, tout ce qui est les lieux de pêche, la nature des fonds et tout, c'est lui qui m'a tout appris. J'en bosse et les hommes qui m'ont tout appris aussi, hein, tout ce qui est ramandage, apprendre à trier le poisson, tout ça, c'est avec l'équipage que tu apprends. Hein. Enfin, je suis loin de tout savoir. Bon, encore du chemin. La première fois que j'ai commandé le bateau, j'avais 20 ans, tout juste. Et puis ça n'a pas été facile parce qu'il a fait mauvais temps toute la semaine. Et puis avoir la responsabilité des bonhommes du bateau. Et puis essayer de pêcher parce que c'est pas évident de savoir comment ça se passe quand on n'a pas l'expérience. On a un bon équipage, ils sont toujours là derrière. Même moi quand j'ai pris la barre, il y avait le second qui était là. Il était là derrière moi pour voir si je faisais pas de bêtises ou si tout se passait bien quoi. C'est quand même épaulé. Bon enfin. Ouais, ça a fait mauvais temps toute la semaine. Pas facile de laisser ton outil dans les mains de tes enfants, c'est pas facile, c'est difficile. Même t'es à la maison, tu rumines. Hein. Mais t'es obligé de le laisser. Parce que si tu fais pas, il prend pas. Alors quand j'ai laissé la barre la première fois, en plus j'étais parti en vacances, et bon c'est tout, il fallait le faire. Mais là Nicolas maintenant quand il est patron, il fait sa semaine, il se débrouille. Du putain côte de la frontière belge à la Médina.
trafic des cargos, la concentration de chalutiers est impressionnante à certains endroits. Et l'on peut s'interroger sur les chances des poissons de passer à travers les mailles des filets. On ne cherche pas à vider la mer. On cherche à rentabiliser notre exploitation. On cherche du poisson à valeur ajoutée. On ne cherche pas à vider la mer. Je suis pêcheur avant tout. Mon boulot, c'est de pêcher du poisson. Pas vider la mer impérativement. Notre secteur de pêche qu'on exploitait il y a 25 ans, c'est toujours le même. Il y a les périodes de l'année qu'on travaille en Sud-Mer du Nord, les périodes de l'année qu'on travaille en Manche, et tous les ans, ça se poursuit. La seule différence, c'est qu'il y a des espèces qui se sont certainement déplacées, moi pour ma part, telles que le gabillot, et qui font place à d'autres espèces, telles que l'autre vieux barbet et le calamar. Parce que ça, il y a 10 ans, on ne trouvait pas encore. À Boulogne-sur-Mer, la pêche et son activité à terre représentent un bassin d'emploi de 7000 personnes. Car en plus des 54 000 tonnes débarquées chaque année par les bateaux, 250 000 tonnes de poissons sont importées, par camion ou par avion, pour être traitées, transformées et réexpédiées dans toute la France. La consommation mondiale de produits de la mer a doublé en 30 ans et elle devrait augmenter dans les mêmes proportions au cours des 30 prochaines années. Bien sûr, l'aquaculture répond de plus en plus à ses besoins, mais si les pêcheurs ne veulent pas tous devenir des éleveurs de poissons, il faudra bien que les analyses des scientifiques soient entendues. 47. 54. Après avoir fait des mensurations sur les quais du débarquement, aujourd'hui on est sur un marieur, là on va prélever l'autolithe. L'autolithe c'est cette petite pièce, cette petite compression calcaire 46, qui va nous permettre de déterminer l'âge du poisson. Alors ensuite au laboratoire ce sera la troisième phase, où après préparation, on pourra lire enfin l'âge sur l'autolithe. On va prélever les otolithes, donc on les a préparés, c'est-à-dire qu'on les a inclus dans de la résine, on les a tronçonnés, on a fait une coupe dedans. En fait, c'est un petit peu la manière d'un arbre, quoi. Parce qu'en fait, si on observe, on voit bien ici nettement des stries noires et blanches, qui correspondent donc aux hivers, qui sont les blancs. Et donc pour l'âge du poisson, il suffit de compter par exemple les stries blanches, ici, 1, 2, 3 et 4. Ce poisson a 4 ans. Donc chaque poisson, on l'a identifié et on va noter son âge. Comme ça, on va pouvoir croiser cette information avec les tailles des poissons mesurés et pouvoir donner un âge à l'ensemble des poissons débarqués. Au final, on obtient un tableau en fait, de débarquements internationaux par groupe d'âge. Et cette information sert à alimenter des modèles d'évaluation des stocks qui permet notamment d'estimer la quantité de poissons qu'il y a dans une zone donnée. Il y a des stocks qui ne sont pas surexploités, comme le lieu noir, mais ils ne sont pas la majorité des cas. Dans le cas du stock de cabillaud, le problème c'est qu'on a atteint un minimum historique. Au début des années 70, l'état du stock de cabillaud, que l'on peut mesurer par la quantité d'adultes de cabillaud, était pour la mer du Nord, la Manche orientale, de environ 300 000 tonnes. Il faut savoir qu'actuellement, on est un peu en dessous de 40 000 tonnes, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction pratiquement d'un facteur 10 en 30 ans. Face à la dureté du métier et face à la diminution de la ressource, certains préfèrent arrêter. C'est le cas d'Élie Perron.
Au mois de janvier 2003, la Maltais effectuait sa dernière marée en mer Celtique. Pour l'occasion, Élie et son fils Samuel ont filmé eux-mêmes leur dernier jour de pêche ensemble. Non, on est en mer pour le plaisir là. Aujourd'hui, 20 janvier 2003, dernier jour de pêche pour la Maltais, on rentre le 21, on rentre le 22, et après c'est fini. Dernier jour de pêche dans le mauvais temps, puisque route d'Anneau sont des pressions assez fortes, et donc ça va danser pour rentrer à la maison. Environ 40-50 nœuds de subois annoncés. Donc le dernier jour se fait dans le mauvais temps. Au revoir. Élie souhaitait que son fils reprenne la barre et qu'il continue d'exploiter la Maltais. Ce 21 janvier 2003, Samuel était effectivement à la barre pour entrer dans le port, mais c'était pour un ultime retour. Voilà, Samuel qui rentre le bateau à Concarneau pour la dernière fois. À lui l'honneur. Sur le quai, la famille et les amis proches sont venus partager ce moment particulier. Parmi eux, il y avait Eugène Leroux. Et toi, t'es fait combien? 24. Pareil, 23. À 72 ans, Eugène Leroux est toujours en activité. Aujourd'hui, il est agent d'avitaillement en carburant. Mais le port, il le connaît depuis 1952, lorsqu'il a commencé comme matelot. Eugène a travaillé un peu partout, sur de nombreux bateaux de pêche et sur de nombreux océans, et puis il est revenu à son port d'attache. Par passion pour ce lieu, il met tout en fiche. Il connaît tous les bateaux et l'activité de chacun. Les chiffres, en général, ils ne se trompent pas, ils ne pardonnent pas, les chiffres. Partant de là, on peut dire déjà, on peut affirmer que la ressource n'est plus la même. Ce schéma nous montre le développement du port de Concarneau. En 1945-46, donc on était déjà arrivé à 14 000 tonnes environ. Là commence un boom qui fait passer de 14 000 tonnes en 1950 à 38 000 tonnes en 1963. Bon, depuis 60, il y a eu une période de stabilité et depuis les années 90 particulièrement, la descente s'est amorcée et on arrive pratiquement dans la descente à une courbe presque similaire puisqu'on est à 17-18 000 tonnes actuellement en 2002. Alors que dire? Dire que les scientifiques ont tort? À mon avis, non. Dire que peut-être ils sont pessimistes. Oui, mais enfin, c'est peut-être leur boulot d'être pessimiste pour tirer la sonnette d'alarme. La Maltais va changer de nom et quitter Concarneau. Le nouveau propriétaire est basé au Guilvinec, le port le plus actif du Sud Finistère. Et pour finir sa carrière, Élie a trouvé un emploi à terre, en relation bien sûr avec le monde de la pêche. C'est toujours un passement du cœur, hein. C'est toujours quelque chose de quitter un navire. C'est un outil de travail, mais c'est une partie de soi-même. Hein. C'est sa maison qu'on quitte un peu. Hein. C'est quand même quelque chose de le voir partir. Hein. Il y a sans doute de la tristesse dans cette décision, mais il y a aussi de l'amertume dans ce bilan. Parfois, la recherche de la performance a tourné à l'absurde. Les bateaux, on les modernise pour qu'ils soient de plus en plus rentables. Donc, automatiquement, plus un bateau se modernise, plus on fait une ponction importante sur la ressource. Le problème de la pêche, c'est que nous, on fait de la cueillette, on ne plante rien. À partir de ce moment-là, à partir du moment que nous, on cueille et sans rien planter, le poisson se reproduit. Il faut reproduire pas comme ça, il faut laisser le temps au poisson de se reproduire. La ressource et la diminution des équipages entraînés constitue quand même un sacré handicap. Il faut quand même là-dessus des gens qui connaissent bien leur boulot. Et ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça disparaît. Les gens ne veulent plus aller en mer si longtemps. Pour faire des 15 à 18 jours de mer, on en trouve de moins en moins.
et avec des salaires qui sont quand même relativement aléatoires. Parce que si la rentabilité diminue pour les armateurs, automatiquement, puisque les marins sont payés à la part, le salaire des marins diminue également. Il y a certains bateaux, le Rhapsody ça va encore à moitié, mais certains bateaux de ces armements-là sont au SMIC pendant 20 marées par an. Et le SMIC, il fait grosso modo 4 000 francs par marée. 20 marées à 4 000 francs, le calcul est vite fait. Le métier n'est plus attractif. Pour retrouver une production normale, il faudrait pouvoir respecter la période de reproduction du poisson. Donc éviter de pêcher dans certaines zones où on sait très bien que le poisson va se reproduire. Pour les périodes de campagne de pêche qu'on fait, nous, ça correspondrait à 2 ou 3 marées. Ça ne suffirait pas à 100%, mais ça permettrait de préserver les juvéniles. Il faut prendre aussi en considération que la pollution et le réchauffement des eaux est en partie responsable. Ce n'est pas que les pêcheurs qui sont responsables de la disparition du poisson. Il y a aussi toutes les pollutions industrielles amenées dans les mers par les fleuves et les grands centres urbains. La pollution des eaux, la surpêche, mais aussi les dérèglements climatiques, tous ces facteurs accélèrent la diminution de la ressource. La pêche miraculeuse n'est plus qu'une discussion nostalgique. Nous, on était dans les bonnes années quand on a commencé. Il y a toujours des bonnes années. C'était l'âge d'or, ça aussi. l'âge où on gagnait bien notre croûte. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, maintenant il n'y a plus rien à gratter. C'est fini. Il y aura encore. Si on veut faire un effort. Si on prend des mesures nécessaires. Oui, si on prend des mesures, mais dans combien de temps? On aurait dû prendre des mesures, mais il fallait les prendre déjà depuis longtemps. Ah oui, oui. Rappelle-toi que quand on faisait la côte sud d'Irlande, on avait des petits maillages. Personne n'était conscient à l'époque. Non. On disait même... il y aura toujours. Sur les merlans, surtout, sur les merlans, oh, on n'arrivera jamais à bout de cela. Non. Bon, on arrivait à bout. Le plus léger que la nuit, faire des massacres. Ah oui, les chinchards, c'était pareil avant. Les chinchards, oui. Pareil, tu ramassais des pontées de chinchards, là, et puis... Mais maintenant, tu vois plus ça. Nous, on a vécu de la pêche, et je voudrais que mes enfants puissent le faire, et peut-être mes petits-enfants aussi. Et un jeune qui veut s'investir dans la pêche a sa chance. Mais il faudra à l'avenir prendre des décisions qui s'imposent. Après 13 ans passés à travailler avec son père, Samuel souhaite changer de cap. Comme beaucoup de marins bretons, aujourd'hui il rêve d'embarquer sur les bateaux d'assistance affectés à la production pétrolière offshore. Prendre un bateau, c'est s'investir sur 10, 15 ou 20 ans. Et ben, c'est pas toujours évident de prendre le risque, justement, dans une période qui n'est pas aussi faste qu'avant. Et dans le contexte actuel de quotas, de crise un petit peu, il faut avoir le courage de le faire. Et moi, j'ai peut-être pas aussi le courage au bon moment de le faire. Pour l'instant, la pêche, c'est une petite page qui se tourne. C'est quand même 13 ans de ma vie. Et j'aimerais voir autre chose pour l'instant. Mais dans quelques années, je dis pas que je reviendrai pas à ce métier-là. Pour l'instant, c'est vrai que c'est prendre un risque à long terme. Et l'avenir, pour l'instant, il est quand même incertain parce que les ressources diminuent et tout le reste augmente à côté. Avec ses fiches, Eugène Leroux a fait le compte. En 1992, Concarneau comptait encore 6 armements semi-industriels pour 36 chalutiers. Aujourd'hui, il reste 2 armements pour 14 bateaux. Bon, on va situer Concarneau. Concarneau est ici. Les zones de pêche fréquentées par les armements semi-industriels se situent à partir de cette zone-là jusqu'à pratiquement le nord-ouest de l'Écosse. Alors, pour aller d'ici à là, il y a déjà 50 heures de route. Ce qui prend 2 jours et demi, parfois 3 jours pour se rendre là. Il y a 3 jours pour aller, 3 jours pour revenir. C'est autant de mois consacrés à la pêche. Et ça fait une consommation énorme, ça en fait des frais énormes. Alors, nous avons vu tout à l'heure le Rhapsody, par exemple. Le Rhapsody, c'est un navire qui, pour aller sur les lieux de pêche pour ces lieux-là, va consommer environ 50 000 litres de gasoil par marée. Concarneau perdra-t-il sa vocation de port de pêche? Pas encore, mais le constat est clair, les petits s'en sortent mieux que les grands.
Ceux qui pratiquent la pêche côtière, ceux qui recherchent la sardine ou la coquille Saint-Jacques, vivent encore bien de leur métier. Mais le tonnage débarqué n'a rien à voir avec les chalutiers du large. Pour les marins de Boulogne-sur-Mer, la situation est différente et n'est pas si mauvaise que ça. Vendredi matin, comme beaucoup de patrons artisans, Bruno est rentré. C'est l'heure de nettoyer le bateau, faire le plein de gasoil et effectuer les réparations. Quand on a fini la semaine, il y a l'entretien du bateau et puis l'entretien du matériel de pêche. Bon ben regardez, là il est midi, normalement pour 14h on est à la maison. Voilà. Et on verra ça lundi. Les pêcheurs artisans de Boulogne ont un bel avantage. La proximité des lieux de pêche leur permet de faire des marées courtes et de rentrer toutes les semaines à la maison. Le week-end, tout le monde se repose, même les bateaux, et pendant ce temps-là, les poissons sont tranquilles. Allez, on va virer. Levez-vous là-dedans. Allez, les gars, on va virer. Allez, on va virer. Face aux pessimistes, Bruno Margollet veut croire en l'avenir d'une pêche raisonnable, mais rentable. Ce chalutier construit récemment est son 3e bateau. Un navire hauturier pour pratiquer une pêche artisanale. Bruno a privilégié la technologie et la sécurité des hommes. Reste à rentabiliser l'outil. Tout équipé, ce bateau de 24,50 m revient à près de 2 millions d'euros. Je suis tout à fait optimiste. De toute façon, j'aurais pas fait un bateau de cette taille-là et de ce coup-là si je voyais l'avenir carrément sombre, hein, c'est clair. Hein. Et en plus que j'ai les enfants derrière, si moi je commence à fléchir, ben, derrière ils poussent. Moi à la limite, je pouvais pertinemment finir ma carrière avec l'autre bateau, il avait une dizaine d'années. Bon, on a eu l'opportunité de pouvoir renouveler l'outil, on l'a fait. Hein, mais c'est un peu pour eux que je l'ai fait, ça c'est clair. Au moins ils sont tranquilles pour une vingtaine d'années. Bah, dans 20 ans, bah, on verra. Hein. Seul problème, la Commission européenne veut réduire la puissance des bateaux et limiter le nombre de jours de pêche pour certaines espèces. Ça fait 20 ans qu'il y a une politique commune des pêches. Moi, pour ma part, je l'ai toujours appliquée. On suit une pêche dirigée, correcte. Si ça continue, le pêcheur, ben, ça va être comme Germinal. Moi, j'ai pas du tout envie que ça devienne comme Germinal. J'ai envie d'en vivre. J'en ai toujours vécu tout à fait honorablement. Je rentabilise mon exploitation. Mes gars, ils en vivent honorablement. C'est tout, ça s'arrête là. Ces gens du Nord ne veulent pas devenir les mineurs des fonds marins. Mais si la Commission européenne réduit de manière radicale la capacité de pêche, l'esprit frondeur des héros de Zola risque de ressurgir sous le ciré des marins-pêcheurs. Pour l'instant, à Boulogne-sur-Mer, le métier reste attractif. Et beaucoup de jeunes embarquent sur ces chalutiers. Mais pour combien de temps encore? Tout dépendra de leur sagesse à gérer la ressource comme un bien collectif. Je trouve que le métier qu'on fait des gens en ce moment, on arrive assez bien à gérer les stocks. Hein. Dès que la marée est faite, on ne cherche pas à pêcher plus. Hein. S'il y en a assez pour faire notre semaine, on rentre à la maison et c'est tout. Hein. Vous avez qu'à voir, hein, tous les week-ends, tous les bateaux, ils sont à quai. Hein. Je crois que déjà, là, c'est déjà un bel effort. Hein.
Jean-Mi, allô? Bon, allez, Jean-Mi, les tombées. À l'image des routiers, ils partent toute la semaine. Et si le travail reste dur, le salaire des matelots est de 20 à 40% supérieur à celui d'un chauffeur qui sillonne les routes de l'Hexagone. Regarde, 50-24, 992. Malgré toutes les contraintes et les inquiétudes, la mer reste un espace d'aventure. Et c'est pour cela que Bruno et ses fils veulent suivre encore longtemps ces routes imaginaires tracées sur les fonds marins. Au début, je suis rembarqué, il y avait les vieux qui disaient que c'était fini. Et je vous parle de ça en 74. Même corps avant, j'étais jeune avant de rentrer vraiment en activité. J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, je venais toujours passer mes vacances en mer. Les vieux me disaient ça, ils arrivaient en fin de carrière. Et c'est certain que c'est ce qui motive toujours, déjà d'avoir les enfants avec. Et comment d'avoir des outils performants, neufs, agréables à vivre. C'est ce qui motive toujours d'aller de l'avant et puis j'aime ce que je fais, c'est une passion.